Sous nos latitudes, la pensée politique se divise en deux camps principaux, la droite et la gauche. Pour la gauche, l'ordre naturel n'existe pas. Créé par hasard et sans raison, notre univers est régi par des lois physiques aveugles. Sur cette petite planète perdue dans l'immensité, la vie est apparue fortuitement suite à des combinaisons chimiques d'atomes. Au cours de plusieurs milliards d'années, elle a évolué sans but. Parmi toutes les créatures formées figure l'homme, un être à qui la nature a donné la faculté de voir, de penser, d'exprimer sa pensée. Simple machine biologique, ses pensées ne sont rien d'autre que des courants électriques circulant dans son cerveau. Plongé dans un monde chaotique qu'il peut exploiter à sa guise, sa vie n'a aucun sens. Sorti du néant suite à la rencontre d'une gamète mâle avec une gamète femelle, à sa mort, il retourne au néant. Première conséquence, la nature étant aveugle, elle ne distingue pas. Dès lors, il n'y a pas de hiérarchie naturelle. À la naissance, tous les hommes sont égaux, ce qui implique une égalité des droits. Cette doctrine était affirmée clairement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen publiée en 1793. L'article 3 stipulait « L'égalité des droits est établie par la nature ». Deuxième conséquence, sachant qu'il n'y a pas d'ordre naturel, il n'existe aucune morale supérieure qui imposerait des barrières. L'homme peut donc faire ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qui lui plaît, bien ou mal, pour assurer son bonheur. C'est ce qu'on appelle la liberté. Certes, si tout le monde exerce sa liberté sans aucune limite, alors ce sera la loi de la jungle. Les plus forts écraseront les plus faibles dans une lutte sans fin de tous contre tous. Chacun doit donc être raisonnable et comprendre la nécessité d'agir en respectant la liberté des autres. Cet enseignement est formulé dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, promulguée en 1789. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Pour la gauche, cette notion est centrale, car elle fonde l'organisation sociale. D'où son rappel dans la deuxième déclaration des droits de l'homme publiée en 1793. L'article 4 stipulait « La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer à son gré toutes ses facultés. Elle a les droits d'autrui pour borne. Autrement dit, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. » Or, respecter la liberté des autres, c'est les considérer comme des frères. Cette philosophie est l'objet du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme promulguée en 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Les articles suivants énoncent les droits dont chacun bénéficie, donc les libertés que vous devez respecter chez l'autre quel qu'il soit. Droit à la vie, à la santé, à la sécurité, à la réputation, à voyager librement, à s'établir là où il veut, à exercer le métier qu'il aime, à choisir son orientation sexuelle, à s'unir s'il le veut, quand il le veut et avec la personne de son choix, à exercer la religion qu'il souhaite et s'il le souhaite, à s'exprimer librement, à bénéficier d'une justice équitable, etc. Notez que l'avortement ne figure pas dans la déclaration de 1948, car à l'époque, de nombreux pays, dont la France, punissaient cette pratique. Mais poussée à son terme, la logique de gauche l'impose comme un droit. En effet, si l'être humain est une machine biologique, alors son existence n'a de valeur que par la conscience qu'il en a et par les liens qu'il a tissés avec les autres. Le fœtus étant réputé ne pas avoir conscience de sa propre vie, seul le lien que sa mère tisse avec lui donne une valeur à son existence. Mais si la mère ne veut pas de ces quelques dizaines ou centaines de grammes de matière, alors elle doit avoir le droit de s'en débarrasser comme d'une excroissance encombrante. D'où l'autorisation de l'avortement. Il en va de même pour le mariage à plusieurs. Certes, la Déclaration universelle des droits de l'homme semble énoncer que seules deux personnes de sexe différent peuvent s'unir. Mais pourquoi le mariage devrait-il être entre un homme et une femme?
Et pourquoi devrait-il se limiter à 2 personnes? Imposer ces règles, c'est admettre l'existence d'un ordre naturel. Par conséquent, il est inévitable qu'à terme, la polygamie et la polyandrie s'instaurent. J'ajoute qu'en cas de stérilité, ces unions pourront adopter. Car pourquoi un enfant devrait-il être élevé par un couple, qu'il soit homo ou hétéro? Imposer cela, c'est admettre l'existence d'un ordre naturel. Quant à changer de sexe, c'est un droit évident. En effet, pourquoi mon genre devrait-il être fixé par le hasard de la loterie génétique? Si je veux en changer, c'est mon droit. Nathalie est venue me voir parce qu'elle a décidé de devenir un homme et de s'appeler Nathan. Donc elle souhaite un changement sur son état civil, mais la particularité c'est qu'elle n'a pas subi d'opération chirurgicale pour cela. Mais ça n'est pas important parce qu'il y a une nouvelle loi qui a supprimé cette exigence d'opération chirurgicale. Donc nous saisissons le juge et nous obtenons ce changement de sexe au niveau de l'état civil. Donc inutile de vous décrire la joie de Nathan qui est devenu officiellement un homme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le vagin d'une fille transgenre est en plastique ou c'est même une greffe, des fois on me l'a déjà dit ça, alors que pas du tout. En fait, ils réutilisent simplement le pénis qu'on avait avant et ils en refont un vagin totalement identique et fonctionnel de celui des autres filles. Il y a un clitoris, il y a la cavité vaginale, il y a l'urètre pour faire pipi, il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, tout est pareil. Mais si je peux changer de sexe, alors je dois pouvoir modifier toutes les parties de mon corps. Car au nom de l'égalité, le slogan « Mon corps m'appartient » ne doit pas se limiter aux femmes qui souhaitent gérer leur sexualité. Il doit s'appliquer à tous, y compris aux citoyens désireux de gérer leur corps. D'où le concept de liberté morphologique défendu par les transhumanistes. Le principe de liberté morphologique atteste le droit à évoluer en fonction des choix individuels, en expérimentant différents moyens sans limite ni contrainte. Le philosophe suédois transhumaniste Anders Sandberg précise qu'il s'agit d'un droit pour tout un chacun de disposer de son propre corps et de pouvoir le modifier selon les idées et les valeurs que l'on souhaite exprimer, mais aussi dépasser. La liberté consiste en ce que rien ni personne ne peut imposer un choix particulier à l'individu, que ce soit moralement ou encore par le biais d'une pression sociale. On le voit, conclut l'auteur, la philosophie transhumaniste extropianiste est avant tout une philosophie libérale qui place l'individu au centre de son dispositif et une philosophie pro-action qui promeut l'expérimentation et le recul des limites, qu'elles soient techniques, sociales ou morales. Selon cette conception, la liberté individuelle du sujet de se définir et de transformer son corps et sa manière de se penser peut seule permettre à l'humanité de progresser vers l'extropie. Armée de son concept de la liberté, la pensée de gauche dépasse les droits de l'homme et renverse donc petit à petit toutes les barrières. Dès 1877, l'abbé de Salinis avait prévenu « La logique des nations est aussi rigoureuse que la vérité de Dieu même. Un individu peut reculer devant des conséquences, la société jamais. » Avec la pensée de gauche, le transhumanisme est à nos portes, y compris dans la formation d'hybrides. Car s'il n'y a pas d'ordre naturel, alors notre identité humaine peut être dépassée. Ce transhumaniste l'affirme. La crainte des chimères est une réaction fondamentalement irrationnelle de peur face à un nouveau et à un étranger qui questionne notre identité. Ces réactions sont primaires. L'humanité nous intime de les dépasser. L'humanité, c'est ce qui s'oppose à la xénophobie, un terme que la gauche applique à la pensée de droite. Car contrairement à la gauche, la droite affirme l'existence d'un ordre naturel. En 1920, un auteur qui constatait l'échec des démocraties modernes soulignait « Né de la nature dont il reste partie intégrante, l'homme ne peut subsister que dans la nature et par la nature. Celle-ci constitue un milieu lui offrant tout, lui enseignant tout par les obstacles mêmes qu'elle lui oppose, et au sein duquel il est appelé à devenir de plus en plus libre, de plus en plus puissant, comme aussi de plus en plus responsable. Mais sa puissance et sa liberté resteront subordonnées à son obéissance aux lois naturelles. Sa responsabilité résidera en l'obligation d'acquérir la connaissance de celle-ci. »
Première conséquence, dans la pensée de droite, il existe des hiérarchies naturelles. Hiérarchie des races, des castes, des nationalités, des sexes, etc. Par conséquent, l'égalité stricto sensu n'existe pas. Il ne peut y avoir que des égalités locales, au sein d'une entreprise, d'une administration, sur la route. Deuxième conséquence, la société est organique. Chacun y travaille à la place qu'il mérite. Dans un écrit spirituel, l'auteur, quel qu'il soit, recommande à l'homme d'observer la nature et plus particulièrement les fourmis ou les abeilles. Ces petits êtres savent s'unir pour le bien commun, entretenir et préserver ce qu'il y a de précieux pour eux. Ils se tiennent dans le non-jugement, chacun à sa place. Ils ne se querellent pas, mais se hiérarchisent pour former un organisme, une force commune. Ils ne cherchent pas à trouver leur identité et leur bien personnel dans l'isolement. C'est dans l'union qu'ils se rencontrent et s'accomplissent. Ils se retrouvent eux-mêmes dans le bien commun. Les hommes sont à l'inverse. Ils ne veulent pas s'unir, car ils ont peur de perdre leur bien, de ne plus exister. Ils ont besoin d'avoir une identité propre, séparée de l'ensemble, de se trouver un nom, une forme délimitée. Si l'homme veut réellement créer une œuvre de lumière, qu'il observe la fourmi ou l'abeille et qu'il capte leur sagesse, qu'il apprenne à s'unir en communauté vivante, non pas pour lui-même et avoir une identité par-dessus tout, mais pour se dédier à une œuvre plus grande et plus précieuse. Il trouvera alors, à travers cette union sacrée, sa raison d'être et de vivre. Ne cherche pas à voler pour toi ce qui appartient au précieux, au bien commun, mais au contraire, mets-toi au service du précieux, apprends à œuvrer pour lui. Ce texte exprime à merveille la pensée de droite. Il se fonde sur une évidence. Le bonheur de chacun nécessite que la société soit en bonne santé. Par conséquent, le bien commun doit être réalisé pour que, en retour et par une œuvre de justice sociale, les biens particuliers soient satisfaits. Du point de vue de l'individu, cette vérité s'énonce ainsi. Mon bonheur individuel découle de la prospérité commune, car une fois prospère, la communauté redistribue équitablement les biens acquis. L'homme de droite doit donc vouloir servir le bien commun. Mais dans l'ordre naturel, on veut ce qui nous attire, c'est-à-dire ce qui nous plaît. Le service de la communauté doit donc être ressenti naturellement comme un plaisir. Or, si l'on considère que la liberté c'est faire ce qui plaît, alors l'homme libre est celui qui volontairement se met au service de la communauté. À l'opposé, l'homme individualiste est esclave de ses passions égoïstes. En conséquence, il n'est pas libre. Cette notion n'est ni nouvelle ni surprenante. Au début du siècle dernier, l'alcoolique était représenté comme un esclave enchaîné au bar. À ses protestations « Je suis libre de boire si je veux », on lui aurait objecté « Non, tu n'es pas libre, tu es esclave de ton vice ». De nos jours, la personne qui passe son temps à utiliser son téléphone portable est représentée comme enchaînée à son téléphone. Il en va de même pour l'accro aux jeux vidéo. De façon plus générale, les addictions sont représentées comme une entrave, un emprisonnement. Le message est clair. Là où il y a addiction, la personne est prisonnière. Elle n'est donc pas libre. L'individualiste objectera qu'il empiète sur la liberté de personne. Sans doute, mais en profitant de la société sans la servir, il viole les injonctions de la nature. D'où cette notion ultime de la liberté. Être libre, c'est agir conformément à l'ordre naturel. Violer l'ordre naturel, ce n'est pas être libre, c'est être esclave de son ignorance, de ses passions, de ses vices. Cette approche droitière de la liberté, Marcel Déat la traduisait ainsi. La liberté se développera à l'abri d'un ordre et non dans l'anarchie, non pas en plein vent, mais dans les cadres solides d'une existence ordonnée. Contrairement donc à la pensée de gauche, la pensée de droite affirme l'existence d'une morale supérieure imposée par la nature, dont les principes sont fixes et indépassables. Cette morale assure la pérennité de la civilisation. Sans elle, l'effondrement viendra tôt ou tard. Dans un livre publié en 1921, un auteur avait prévenu « Tout progrès matériel non suivi en temps voulu d'un progrès moral correspondant et compensateur deviendra cause de corruption et de perte.
le retard persistant de l'avancement moral entraîne l'anéantissement des œuvres des hommes et la disparition de leur civilisation. C'est précisément le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui sous nos latitudes.